Nous sommes toujours avec Claude Blanche-Maison. Ça va, Claude? Vous avez une voix un peu altérée, mais ça va. Le général de Bavinkov est avec nous, Bertrand Badi et Oksana Melnichuk. Et d'ailleurs, général, en temps de guerre, le refus de combattre est sanctionné habituellement. C'est une règle. Quand on refuse, bien sûr, on est sanctionné. Alors, les Russes, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec nous, vont quand même très très loin dans la sanction. Le média indépendant russe Astra, qui tente de travailler malgré la censure, a récupéré des images qu'on n'avait encore jamais vues et qui révèlent le traitement réservé aux soldats russes qui fuient devant le combat, ou en tout cas qui refusent d'y retourner ou même d'y aller. Émilie Brossoulou, bonjour à vous. Bonjour Elisabeth. Dites-nous comment ça se passe. Alors on y voit des vidéos chocs avec des soldats russes qui sont enfermés dans des sous-sols parce qu'ils ont refusé de combattre. Alors la vidéo que vous allez voir a été tournée dans cette ville à Setsevo par un soldat. Donc là on est juste à côté de Bakhmout dans la région de Louhansk qui est occupée par les Russes. Regardez comment les soldats russes sont traités par leur propre armée. Voilà comment nous vivons. Voilà comment nous allons aux toilettes, voilà comment on dort, comment on mange. Voilà notre habitat. Tout est humide. Comme des SDF. Voilà notre vie au bureau de commandement. Oui, tout cool. Oui, ça dégouline de partout. Alors il faut savoir que ces lieux de détention sont tout à fait illégaux. Vous avez vu, c'est complètement insalubre. On estime qu'il y en a une quinzaine en territoire ukrainien occupé par les Russes. Alors les parents et amis de certains soldats qui apparaissent sur ces vidéos ont contacté les journalistes d'Astra pour identifier justement les soldats que l'on voit. Regardez ce qu'un ami démobilisé affirme. Ils n'ont pas été formés et ont presque immédiatement été jetés au front. Là, les mobilisés ont subi des tirs de mortier, puis ils sont retournés dans leur unité dans la région de Louhansk. Ensuite, il y a eu un nouvel ordre pour aller en première ligne, mais réalisant qu'ils y étaient envoyés sans objectif clairement défini, ils ont refusé. Après cela, leurs armes leur ont été retirées et ils ont été mis dans un sous-sol. Cette même personne ajoute, après 10 jours passés en cellule, 2 options leur ont été proposées, aller en première ligne ou une sanction sous la forme de 10 ans de travaux forcés. Alors il existe une autre vidéo de ces soldats enfermés dans des sous-sols. Eux aussi, ils ont refusé de combattre. Vous allez le voir, c'est assez sombre, c'est aussi filmé par un soldat, mais on distingue de nombreux soldats qui sont sur le sol. En tout, plus de 200 personnes sont entassées dans ce sous-sol. Regardez. Bonsoir à tous. Une vidéo d'introduction dans un centre de concentration et de réhabilitation des forces armées de la Fédération de Russie. Nous allons maintenant vous présenter brièvement la disposition des combattants qui auraient été amenés ici à des fins de réhabilitation, après avoir pris part à des combats. Les conditions dans lesquelles ils vivent ici et l'endroit où ils sont gardés. Et vous comprendrez comment notre commandement nous traite. Pour l'instant, 221 personnes sont présentes. Voici un aperçu du plafond qui est complètement imbibé d'eau. C'est un système de purification de l'air. Bon sang. Filmez le sol. Qu'est-ce qu'il y a à filmer? Montrez dans le coin. On dort à même le sol. C'est chaud et cosy. Les déchets dégagent de la chaleur. Les gars sont sur des planches d'agglomérés. Cosy.
Alors, on avait déjà entendu parler d'actes de maltraitance sur soldats russes. Fin avril, déjà, on avait évoqué le cas de soldats russes indisciplinés qui avaient été jetés dans des fosses recouvertes de grilles métalliques. C'était un sort réservé aux soldats russes qui refusaient de combattre ou alors qui avaient été surpris en état d'ébriété. Et jusqu'à présent, Moscou a toujours nié sa responsabilité là-dedans. Mais cette fois, eh bien, on en a la preuve en vidéo. Merci de nous avoir présenté ces images exceptionnelles. Alors évidemment, c'est très sombre. Ce sont des caves par définition. Il faut regarder avec attention. Mais ce qu'on comprend, l'essentiel, ce qu'on comprend, pas tout à fait, c'est quoi l'idée? C'est de cacher, c'est de dissimuler qu'il y a une partie des combattants qui, effectivement, se comportent, ne veulent pas y aller, sont récalcitrants. On n'assume pas cette partie-là de la population? Je pense qu'il y a... D'abord, c'est un reportage, s'il s'avère véridique et tourné dans les conditions qui sont les siennes. On s'aperçoit que c'est des conditions tout à fait inhumaines et dégradantes. Et ça témoigne de la très grande violence qui est la marque quand même de cette société russe. Depuis très longtemps, on a eu, bien avant la guerre d'Ukraine, on a eu une quantité de témoignages sur la conscription, sur l'arrivée de ces jeunes appelés dans les unités, sur la violence qui était exercée à leur endroit, violence de toutes sortes. Et tout ceci est documenté sur des décennies, c'est très important. Donc là, on a à la fois des images extraordinairement choquantes, extraordinairement dégradantes, extraordinairement inhumaines. Pour autant, sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire un Russe qui, mobilisé au service de son pays, refuse le combat ou déserte au combat, ou dépose les armes afin de ne pas se battre, il est normal que, pour le coup, chaque armée protège sa capacité à accomplir la mission par des sanctions qui soient des sanctions exemplaires. Donc qu'il soit retiré de la zone de combat, qu'il soit traduit devant un tribunal, qu'il soit condamné à des lourdes peines, ne me semble pas extravagant. Ce sont les conditions inhumaines de détention. Bien sûr, vous avez raison de rappeler que dans le code de la guerre, quand on est soldat, quand on s'engage, si on refuse d'aller au combat, eh bien, effectivement, on déroge à la règle et on est sanctionné. Là, il s'agit encore d'autre chose. C'est que absolument. Ils sont sanctionnés dans des conditions épouvantables et on les cache. Cacher ces soldats qui ne veulent pas aller au combat, que nous ne saurions voir. Il y a une forme d'hypocrisie quand même dans le régime russe. Très important, c'est le nombre. Ce qui a été évoqué par Émilie. Oui, et il y a le nombre. La 221 dans la même cave, c'est une chose. Ensuite, une 17 ou 18 centres de détention, je ne sais pas comment on a réussi à obtenir ce chiffre, mais ça veut dire qu'il y a un nombre relativement significatif de soldats qui ne veulent pas ou qui ont perdu foi dans la mission qui leur a été confiée. Pour autant que la sanction qui soit appliquée par les tribunaux militaires ou par la juridiction russe que l'ambassadeur connaît certainement bien mieux que moi, me semble tout à fait normal. Mais c'est pas ça, vous avez raison. Mais c'est pas ça qui est en question, en effet. C'est pas ça qui est en absolument, question. Absolument, c'est pas ça qui est en question. Et on rappelle qu'après 10 jours en cellule, on leur a proposé, donc on les a quand même bien chauffés psychologiquement, en les laissant dans ces conditions de vie pendant 10 jours. On leur dit, vous y retournez, ou alors c'est 10 ans de travaux forcés. Ça, 10 ans de travaux forcés, je ne sais pas si c'est approprié, bien proportionné, mais après, il y a une sanction, effectivement... qui est donné, mais si vous voulez échapper aux travaux forcés, vous devez y retourner en première ligne. Pas général, non. Général Badi, si, allez. Maître Badi. Non, je n'ai pas fait mon service militaire. Oups. Je n'étais pas déserteur. Comment vous auriez été fusillé? Autrement, j'aurais probablement été fusillé, et d'ailleurs, je l'aurais amplement mérité. C'est une plaisanterie. De temps en temps, on a le droit de plaisanter. Justement, éloignons-nous de l'aspect éthique ou de l'aspect juridique. Il y a un aspect sociologique, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est que la désertion, c'est une marque de sortie comme une autre. Mutatis mutandis, qu'on n'interprète pas mal ce que je vais dire, mais c'est un peu comme l'abstention dans les élections. Lorsque le taux de désertion devient important, c'est un peu comme quand le taux d'abstention devient important, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de distanciation par rapport à l'engagement citoyen. Dans un cas, la situation est autrement plus dramatique que l'autre, c'est pour ça que je ne veux pas confondre les deux registres, mais il faut le prendre comme un indicateur. Or, depuis le début de cette guerre, est-ce que nous sommes bien informés? Bien sûr, c'est
c'est à vérifier, le taux de désertion, de refus, me paraît anormalement élevé. Quand je dis anormalement, c'est par rapport aux règles statistiques, aux normes statistiques que l'on connaît à propos des phénomènes de mobilisation. Et lorsque tout à l'heure, j'envisageais la faiblesse de la Russie, c'est pas seulement la faiblesse de ses capacités militaires au sens strict, c'est-à-dire en termes d'armement et de commandement, c'est aussi cette... Alors, non pas rébellion de la société, mais passivité de la société. Ce qui est intéressant dans le cas de la résistance russe, c'est qu'elle s'exprime à bas bruit, c'est-à-dire soit par le refus d'eux, soit par un désengagement tacite, soit aussi par la fuite, l'exil. Tous ces jeunes Russes qui sont partis vers la Géorgie, vers la Finlande, paraît-il même vers la Mongolie, etc. Et c'est peut-être parce qu'ils sont si nombreux que Moscou ne peut supporter de le laisser voir. Et voilà. Et donc elle les enferme dans une cave. Oui, et sans jeu de mots, parce que ce serait vraiment malvenu, je dirais que c'est un petit peu les sous-sols de la Russie, ça. C'est-à-dire... Non, mais c'est un jeu de mots qu'on comprend tout à fait. Et ça devient un paramètre important. Oui, qui était éloquent. C'est le comportement avec les citoyens russes presque quotidien. L'armée reflète toujours, si on parle de sociologie, l'armée, c'est une reflet toujours de la réalité de la société. Bien sûr. Et ça, mais vous savez, par rapport de comment ils sont entretenus, les prisonniers ukrainiens pris par les Russes, ça, c'est les endroits de luxe. Nos soldats, ils s'expriment jamais dans les médias. Dans les prisons russes, cela dit, on a appris... Depuis le début de la guerre, que c'était épouvantable. Non, mais c'est la torture et c'est le camp de concentration. Mais il y a aussi des maltraitances. Des maltraitances, Pour en revenir au sujet qui est là, c'est-à-dire des militaires qui refusent de combattre au front. À l'époque de Staline, ils auraient été fusillés. À l'époque de Prigojine, aussi. À l'époque de Prigojine, aussi. Donc Prigojine égale Staline, de ce point de vue-là. Deuxièmement, il faudrait, ce qu'on ne sait pas, ce que le sujet ne dit pas, c'est si le refus de se battre est considéré par les autorités militaires russes comme un refus individuel ou comme un refus collectif. Si c'est un refus collectif, c'est une mutinerie. Or, apparemment, ça n'est pas considéré comme une mutinerie. C'est considéré comme des refus individuels, peut-être volontairement, même s'ils sont en réalité collectifs. Et que dans le fond, on ne veut pas établir qu'il y a des véritables mutineries au sens d'un refus collectif d'une unité d'aller au front. Il y en a peut-être eu, mais on ne le sait pas. Et là, dans le fond, l'armée essaie de balayer sous la table ces refus d'obéir en les détenant dans des conditions en effet innommables, qui ne sont pas justifiées, sans aucune forme de procès, et au bout d'un certain temps, les menaçant de les faire condamner à 10 ans ou 15 ans de travaux forcés, probablement en passant devant un tribunal militaire, quand même. Quand même, mais en espérant, en espérant qu'ils peut-être ils y retournent, parce qu'ils ont quand même besoin de soldats. Voilà, ou bien après la pression sera très forte pour les renvoyer au front. Alors, je crois que l'analogie avec les prisons russes, c'est un autre sujet. Bien sûr, les prisons russes sont aussi innommables et les conditions de détention sont épouvantables, mais là, on est devant un problème militaire. Est-ce que les militaires refusent de combattre ? En effet, quelle est la proportion ? Est-ce que l'armée, finalement, met ça en exergue et veut faire des exemples ? Ou est-ce qu'au contraire, elle essaie de balayer sous le tapis et de traiter les cas de façon individuelle ? Là, c'est plutôt sous le tapis, je pense. Voilà. Là, en les mettant dans les caves, c'est assez clair. Mais il y a beaucoup de monde sous le tapis. L'alternative, elle existe aussi pour des soldats. Et elle est encore plus expéditive. On vous a montré ces images la semaine dernière. Il s'agit de ces soldats qui semblent reculer, fuir le front et qui font face à 3 hommes qui les exécutent proprement pour les empêcher de fuir. Voilà, donc ça, ce sont des images qui nous ont frappés et qui vont dans le sens ultime, si je puis dire, de la maltraitance qui est réservée aux soldats qui refusent l'obstacle. Alors là, il n'y a pas de procès, là. C'est immédiatement, comme vous le disiez, à la soviétique, à la Staline, on les exécute avec des commandos qui sont chargés de ça, qui sont chargés de les coincer. Et généralement, c'est NKVD, c'est les KGB qui est sur cette fonction. Juste un mot, parce que je voudrais qu'on dise aussi un mot de Biden. Général, vous voulez conclure sur ce sujet ? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut toujours remettre les choses en perspective depuis le début de ce conflit, à savoir que l'armée russe a subi des pertes considérables. Ces pertes,
elles ont évidemment extraordinairement impacté le moral, l'allant, l'aptitude à combattre de nombre de soldats. Et donc, c'est évidemment face à ces pertes que des mesures aussi inhumaines que celles qui ont été montrées ont été prises. Évidemment, ce sont des choses qui vont rester durablement dans l'histoire de la Russie. On voulait s'arrêter donc ensemble sur cette affaire. Vous avez raison, il faut toujours être prudent sur les images, par principe. C'est de salubrité, c'est de l'hygiène individuelle mentale. On va quand même dire que ce média-là, on le connaît, on le pratique souvent, on a vérifié les images et on nous dit que c'est sérieux. Donc voilà pourquoi on s'est permis de vous les montrer. Un mot quand même du président américain. On a beaucoup suivi, entre autres sur LCI, la visite d'Anthony Blinken, qui est allé rencontrer à Pékin, essayer de recoller les morceaux avec le pouvoir chinois, Washington étant en froid depuis quelques mois. Et puis patatras, voilà ce que Biden, dans le cadre d'une rencontre informelle avec des donateurs, a déclaré du président du numéro 1 chinois. Il a déclaré que dans le fond, on va la lire en entier, mais que Xi Jinping est un dictateur. La raison pour laquelle le président chinois s'est tellement énervé quand j'ai abattu ce ballon plein de matériel d'espionnage et qu'il ne savait pas qu'il se trouvait là. C'est très embarrassant pour les dictateurs quand ils ne savent pas ce qui s'est passé. Il évoque ce ballon qui était au-dessus du territoire américain, ballon chinois de renseignement, qui a été effectivement détruit. C'est très embarrassant pour les dictateurs. Est-ce que c'est bien malin? Est-ce que c'est, comment dirais-je, volontaire, délibéré, de parler de Xi Jinping comme d'un dictateur? C'est quoi? C'est du rapport de force ou c'est de la gaffe? Alors, volontaire ou pas, moi je ne peux pas répondre à cette question, je ne suis pas dans le cerveau de M. Biden. Mais le discours d'un président est un discours qui se mesure au millimètre. C'est-à-dire chaque mot qu'il prononce a son sens. Or, mettre en avant le concept de dictateur pour parler d'un chef d'État étranger, c'est une façon de le qualifier. Est-ce qu'il est opportun, dans la conjoncture extraordinairement complexe des rapports entre États-Unis et Chine, de mettre en avant cette qualité après, effectivement, un voyage de Anthony Blinken qui semble avoir été un succès, précédé par 2 voyages d'ailleurs de 2 Américains privés qui sont Elon Musk et Bill Gates, reçus fastueusement à Pékin. Je pense qu'effectivement, c'est rompre l'équilibre instable sur lequel commençaient à s'asseoir les relations américano-chinois. Est-ce qu'il a mis à bas, là, est-ce qu'il a terrassé tous les efforts qui ont été faits par son secrétaire d'État à Pékin? Est-ce que dans un mot, qui est parti peut-être comme ça, mal contrôlé, non, mais s'entendre traiter de dictateur par un président américain, oui, c'est pas aimable. C'est de toute manière menacer de rompre un équilibre extrêmement instable. Or, ce qui fait la paix, c'est l'équilibre instable. Donc, effectivement, c'est une formule malheureuse. Et puis, c'est aussi quand même l'expression de cette inconscience militante, si je puis dire ainsi, qui est de simplifier le monde aujourd'hui dans l'opposition entre démocratie et dictature. Ce qui est une opposition fausse, parce que la réalité est infiniment plus complexe. Il ne faut jamais oublier que la majorité des dictatures ont voté les sanctions contre la Russie à l'Assemblée générale des Nations unies. L'appréciation de notre diplomate. Je dirais qu'à propos des... Est-ce que la diplomatie en a pris un coup? De ce qu'a dit Joe Biden, que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il dit la vérité, mais est-ce que c'était le bon moment de le dire juste après la mission de son secrétaire d'État, de son ministre des Affaires étrangères? En effet. Mais je crois qu'il y a d'autres canaux d'ailleurs que le canal Blinken et le ministre des Affaires étrangères chinois, puisque je crois que les conseillers à la sécurité nationale, Sullivan et son homologue chinois, qui est au parti communiste chinois, quelqu'un de beaucoup plus important que le ministre des Affaires étrangères donc, se sont entretenus et continueront de s'entretenir. Je pense que les canaux ne sont pas rompus, mais évidemment, sur le plan de ce qui est le plus visible, sur le plan protocolaire, ça jette un petit froid. C'est pas très grave. Je suis pas sûr que Xi Jinping soit très sensible à ce. Bien sûr, c'est pas un mot aimable. C'est pas un mot aimable. Mais ça peut lui avoir fait plaisir.
Non, sûrement pas. C'est évidemment une attaque qui est très désagréable pour lui. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'appareil américain a entamé des discussions à très haut niveau, à travers les ministres des Affaires étrangères, à travers les conseillers à la sécurité nationale. Et même s'il y a un ralentissement temporaire, ces discussions vont continuer parce qu'il y a un intérêt considérable à avoir ces discussions. La maladresse un intérêt vital. La maladresse peut être donc surmontée au plan diplomatique. Maintenant, ça pose des questions, peut-être quand même, sur Joe Biden réélu en 2024. C'est peut-être là que ça peut jouer. Merci infiniment, Oksana Melniczuk. Merci beaucoup, général.